Je ne vais pas presser la deuxième fois. Voilà, bon. Ok. Maintenant, c'est parti. Donc, la chose à laquelle on va s'intéresser, c'est le spin. Ça, c'est un degré de liberté qui est le plus quantique que vous avez dans la nature. Donc, celui qui n'admet absolument pas d'image classique, mais c'est le plus simple à décrire en mécanique quantique. Okay. Donc, cet aspect complémentaire, d'un côté, il est le moins facile à comprendre si vous voulez comprendre quelque chose avec l'intuition, mais mathématiquement, c'est le plus simple à décrire. Okay. Donc, ça vous met déjà dans ce jeu-là de vous habituer à des choses qui ne sont pas trop acceptables d'un point de vue de notre intuition, mais avec l'avantage que mathématiquement, c'est la chose la plus simple que l'on ait à traiter dans ce cours. Ok, donc qu'est-ce que c'est que le spin en fait? J'ai du mal à le dire en mots. C'est une propriété interne des particules élémentaires. Vous savez que, par exemple, un électron a une charge, moins E, je dis que l'électron avec E-, donc il y a une charge moins E, il y a une masse ME, que vous connaissez. Ok, c'est déjà trop petit, hein, voilà, c'est vrai. Je suis plus grand déjà. Et du coup, il y a une autre propriété interne qui est le spin. Là, le feu change parce que je gesticule, mais après je me tranquillise. Il y a le spin, ok? Qu'est-ce que c'est que le spin? Bon, qu'est-ce que c'est que la masse? Vous savez, vous savez qu'est-ce que c'est la masse parce que vous avez une masse. Mais vous saurez dire un mot qu'est-ce que c'est que la masse? Non. Enfin, moi, je ne suis pas capable. La charge aussi, vous la connaissez parce que vous en avez vu des manifestations. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que la charge. Vous n'avez pas une explication plus fondamentale qu'est-ce que c'est que la charge. C'est une propriété d'une particule. Ok, donc avec le même esprit, même si vous ne l'avez pas vu encore, le spin a une telle propriété. Mais vous allez en voir des manifestations expérimentales, bon, dans mes manips sur papier, en fait, dans les caricatures des manips que je vais vous raconter aujourd'hui. À un moment donné, il faut y croire, avec la même évidence expérimentale qu'on a pour la masse, pour la charge, etc. Bon, le spin, en fait, à différence de la charge et de la masse, c'est une propriété vectorielle. Donc, c'est pas un seul nombre, c'est en fait un vecteur avec trois composantes, Sx, Sy, Sz. Okay. Et en fait, c'est une quantité qui a les dimensions physiques. Le feu commence, au début, c'est toujours un peu problématique, après, ça stabilise. J'essaie de bouger la main un peu moins. Chez les dimensions physiques, oui, plus grand aussi. En fait, il faudrait pas écrire plus petit que le spin tout en haut à gauche. Oui, d'un moment, effectivement, comme ça il faudrait écrire, d'un moment angulaire. Ok? Ça s'améliore. Ok, donc les dimensions de S, X, pas de S alpha de n'importe quelle composante, sont une longueur fois une masse fois une vitesse, hein, le moment angulaire. Donc on pourrait dire, ah ok, ça c'est associé, ce degré de liberté c'est associé à un mouvement rotatoire de la particule. Non. Enfin, en fait, oui, le nom le suggère, parce que spin en anglais ça veut dire toupie. Hein, c'est le mouvement de la toupie. Donc les gens, dans les années 20, quand ils ont inventé le concept, ils imaginaient qu'en fait les particules comme l'électron en fait tournent sur elles-mêmes. Le concept de spin date de 1925, c'est deux Hollandais, Uhlenbeck et Goudsmit, qui l'ont introduit pour expliquer tout un tas de phénomènes qui étaient déjà assez déployés dans la littérature. Bon, donc on imagine un mouvement rotatoire, mais non, en fait, c'est pas cohérent. Vous allez toucher avec le main, pourquoi je dis que c'est pas, on ne peut pas associer physiquement ça à un mouvement interne de la particule. Si vous voulez cultiver une image comme ça, vous pouvez le faire, mais à un moment donné, je vais vous frustrer un peu avec votre imagination. Donc, bon, c'est une propriété interne avec les dimensions physiques d'un moment angulaire.
Et en fait, bon, comment est-ce qu'on sait que cette propriété interne existe? C'était un degré de liberté interne qui a à faire avec la structure interne de l'électron, mais ça ne se manifeste dans aucune des propriétés dynamiques de l'électron ou de proton ou du neutron, etc. On n'en saurait rien de sa présence. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un spin, j'ai en fait une propriété mesurable qui est un moment magnétique, au moment de dipôle magnétique. C'est mieux comme ça, comme taille. Ça commence à... Le moment de dipôle magnétique, en fait, qui est associé pour les particules élémentaires au spin, hein, il est proportionnel au spin. Hein. Donc, vous pouvez imaginer qu'une particule comme un électron, elle porte en fait, c'est comme un petit aimant, un aimant microscopique. En fait, c'est l'aimant le plus petit que l'on connaisse, le moment magnétique associé aux particules élémentaires. Et en fait, c'est le moment de dipôle magnétique, il est lié à S à travers de cette relation, c'est G mu B sur H bar S. Alors, H bar, vous l'avez déjà rencontré, c'est la constante de Planck, je rappelle, c'est 1,0154 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Mu B, c'est ce qu'on appelle le magnéton de Bohr. En fait, alors là, il faut distinguer, si j'ai un électron, il faut que je dise que ça, c'est un magnéton de Bohr électronique. Donc, on l'appelle magnéton de Bohr. Et en fait, c'est une combinaison des constantes élémentaires, c'est EH divisé par 2ME. Si c'est un électron, alors E, c'est la charge de l'électron, toujours, mais ici, j'ai la masse de l'électron en particulier, si j'ai un électron, et ça vaut 9,27 fois 10 puissance moins 24 joules par Tesla. Bon, ça a les bonnes dimensions d'un moment de dipôle magnétique. Et G, qu'est-ce que c'est? Bon, G, c'est en fait c'est un facteur numérique qu'on appelle facteur gyromagnétique. Et c'est juste une constante numérique. Et ça vaut en fait à peu près moins 2 pour l'électron. Mais si j'avais affaire avec... Alors, ça, c'est tout ce que j'ai raconté ici, c'est valable pour l'électron. Si j'avais un proton, voilà, déjà, je devrais lier... Alors, le proton a aussi un spin. Je devrais lier le spin du proton au moment magnétique du proton à travers du magnéton de Bohr protonique, si vous voulez, ou nucléaire, parce que c'est le même pour le proton et pour le neutron, pour tout ce qu'on retrouve dans le noyau. Et simplement, mu BP, il a la masse du proton au dénominateur. Donc, c'est un magnéton de Bohr. Donc, ça, j'aurais dû appeler magnéton de Bohr électronique. Et ceci, je l'appelle magnéton de Bohr, pas nucléaire finalement, parce que protonique, on ne dit pas. Nucléaire. OK? Bon, et G, ça vaut combien pour le proton? C'est 5,58, non, si je me souviens bien. Bon, 59, bon, peu importe. Voilà. Et si j'avais un neutron, j'aurais j'aurais aussi un magnéton de Bohr nucléaire pour lier le moment de dipôle au spin, mais G qui vaut moins 3,83. Alors déjà, pour frustrer l'image qu'on pourrait cultiver d'un mouvement rotatoire interne, vous pouvez dire, évidemment, si j'ai une particule chargée qui tourne sur elle-même, bon, si elle est étendue, c'est une distribution de charge. Et en fait, si vous prenez un bout de cette distribution de charge qui tourne, ça fait un courant. Okay, donc ça crée une rotation autour d'un axe. Vous la regardez comme tout un tas de petits boucles de courant. Et une boucle de courant, en fait, ça engendre un moment magnétique. Très bien. Donc on a l'image classique de ça. Mais le neutron, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un moment magnétique?
Bon, après, on peut dire, ah non, mais ok, mais en fait, le neutron, il est neutre, mais il a une distribution de charge, en fait. Enfin, au total, il est neutre, mais il est quelque part positif, quelque part négatif. Bon, ok. Mais bon, pourquoi est-ce qu'il a, il a un moment de magnétique aussi grand avec un facteur géomagnétique négatif? Bon, je ne sais pas. Mais vous allez avoir un élément plus tard qui est assez conclusif pour dire que ça ne peut pas être un mouvement. Enfin, vous ne pouvez pas avoir une image mécanique, disons, du spin. Oui? Est-ce qu'on peut définir un magnéton de bord Du neutron. Bah, c'est la même chose que du proton. Enfin, simplement, tout ce qui. Ah, parce que tu dis qu'il y a la charge. Oui, simplement, en fait, ça se trouve que ça, c'est juste, c'est la charge du proton ou du neutron qui apparaît dans le magnéton de bord neutronique, si tu veux, mais c'est la masse du neutron qui est essentiellement la même que celle du proton qui apparaît au dénominateur. OK? Bon, donc, alors, comment est-ce alors, déjà, quelle est la spécificité de ce spin? Comme j'ai dit au début, c'est la variable le degré de liberté le plus quantique, enfin, le moins classique, le moins intuitif qui existe, parce que, bon, c'est un degré de liberté vectoriel, donc en fait, il se trouve que ce spin, en fait, il a un module fixé, ok? Donc le module de S, c'est une propriété de la particule aussi. Ça vaut, le module de S, en fait, au carré, ça vaut, alors, h bar carré, attention, h bar, comme constante élémentaire de la nature, c'est sa dimension d'un moment angulaire. Si vous ne l'avez pas remarqué, pensez-y. Okay? Donc en fait, c'est une énergie fois un temps. Et ben, ça se trouve qu'une énergie fois un temps, c'est aussi une longueur fois une masse fois une vitesse. Okay? Vous auriez énergie, ça serait longueur fois masse fois accélération. Donc c'est un travail. Longueur fois force fois accélération. Voilà, pardon. Oui, longueur fois force. Mais vous multipliez, voilà, longueur fois masse fois accélération. Vous multipliez par un temps, vous changez l'accélération en vitesse, vous avez ça. Bon, donc le fait que S carré soit proportionnel à H bar carré, c'est bien, ça a des bonnes dimensions physiques. Et après, bon, ça, en fait, c'est fois un facteur de proportionnalité, S plus 1, qui pour l'électron, alors ça c'est S ici, bon je vais l'appeler S calligraphe, enfin, avec S majuscule, ça vaut 1,5. Bon, c'est pour ça qu'on dit que l'électron a un spin 1,5. A un spin 1,5. Donc vous avez un module fixé. Bon, ok, c'est pas grave, la charge aussi est fixée, la masse aussi est fixée, c'est pas une variable qui peut prendre n'importe quelle valeur. Mais comme le S est une variable vectorielle, vous avez encore un degré de liberté, c'est l'orientation du vecteur. Alors on peut se demander, ok, donc quelle valeur est-ce qu'on peut avoir pour l'orientation de S? Est-ce que S c'est juste une flèche comme l'aiguille d'une boussole en fait, qui peut pointer dans n'importe quelle direction? Bon, dans une boussole, vous mettez la contrainte que l'aiguille pointe sur un plan. Imaginez une boussole en fait qui est attachée simplement sur son centre, ça pointe n'importe où. Ça serait une image qu'on pourrait cultiver pour le spin. C'est pas aussi simple que ça, ou si vous voulez, c'est plus fascinant que ça. C'est beaucoup différent très différent par rapport à ça, pardon. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mesurez la composante, par exemple, Z de S, vous découvrez en fait, donc vous avez comme résultat, vous avez seulement deux résultats possibles. Et pas d'autres. C'est plus ou moins H bar sur 2. Donc, en fait, c'est-à-dire que, voilà, vous ne trouvez pas, si vous avez une aiguille d'une boussole, vous pourrez trouver n'importe quelle projection de S le long de l'axe Z. Par contre, avec cette variable-là, vous n'en trouvez que deux valeurs. Bon, ok, vous dites, ah, ok, ben c'est bien,
je mesurais la composante Z. Du moment où je connais la composante Z, en fait, je mesure la composante X. Enfin, je peux trouver ce monde de valeurs, ça veut dire que c'est une aiguille en fait qui est un peu contrainte. Ça peut pointer qu'en haut ou en bas. Bon, c'est pas trop grave. Enfin, le pôle nord ne peut pointer qu'en haut, en bas et le pôle sud, vice-versa. Donc, une fois que j'ai mesuré SZ égale à plus H bar sur 2, je mesure SX, je devrais trouver 0. Non? Mais non. Vous mesurez SX, vous trouvez aussi plus ou moins un demi. N'importe quelle mesure que vous fassiez, non, de composantes de S, vous avez seulement deux résultats. Plus ou moins H bar sur 2. Okay? Donc vous comprenez tout de suite que ce spin-là, il a quelques incompatibilités avec la géométrie euclidéenne comme on a fait expérience à ce moment. Donc on peut pas la regarder, on peut pas le regarder comme une variable qui vit vraiment dans l'espace à 3 dimensions comme les variables vectorielles qu'on a normalement sous nos mains. Oui. Mais en fait, les résultats sont corrélés en fait quelque part. Okay? C'est-à-dire que si je mesure SZ et je trouve plus H bar sur 2, après si je mesure l'onde d'un axe qui est légèrement tilté par rapport à SZ, j'ai mémoire de cette. Je trouve avec de préférence une valeur qui est plus H bar sur 2 au lieu de moins H bar sur 2 dans l'axe qui est légèrement tilté par rapport à Z. On verra les détails, donc ça va être une des axes initiales de ce cours, de comprendre les propriétés de cette variable-là. Okay? Mais un peu toutes les sens beaucoup des aspects, pas toutes les sens, mais beaucoup des aspects de la mécanique quantique sont cachés ici. Okay? Bon, alors comment est-ce que les gens ont découvert cette variable, la nature discrète de cette variable de spin? Comment est-ce que je peux vous convaincre qu'effectivement, j'ai toujours deux résultats possibles et que ce deux résultats, pas d'autres, pour n'importe quelle composante, donc je devrais écrire pas seulement pour la composante Z, mais pour n'importe quelle composante de S. Alors, en fait, il y a une expérience phare qui nous servira à beaucoup de références. C'est l'expérience de Stern et Gerlach de 1922. En fait, donc ça c'était un choc parce que le concept de spin, 1925, l'expérience 3 ans avant. Alors, M. Stern et M. Gerlach, ils voulaient essentiellement mesurer le moment magnétique de l'électron, oui. Vous avez dit, dans la composante Z, on peut avoir plus ou moins un demi, dans la composante de X, mais encore faut-il définir un référentiel. Et si on a juste des électrons, comment on peut définir un référentiel? C'est un choix qu'on fait toujours au début. Donc, quand on résout un exercice, je décide un référentiel. Après, n'importe quel axe, en fait, ce que j'appelle Z, ça pourrait être n'importe quel axe, en fait. Je mesure la composante le long de n'importe quel axe dans l'espace. Je trouve toujours deux résultats seulement. Okay? Donc, je peux pas, j'ai pas le droit d'imaginer ce vecteur S comme un vecteur classique qui vit dans l'espace comme on connaît nos vecteurs. Nos vecteurs traditionnels. On verra quel animal il est. C'est un autre animal mathématique par rapport à un vecteur qui vit dans l'espace 3D. Ça, c'est un peu l'idée. Okay? Oui? Non, il y avait d'autres questions? Ok. Donc, alors, Stern et Gerlach voulaient mesurer le moment magnétique des particules élémentaires, essentiellement. Donc, comment mesurer les moments magnétiques? Bon, il faut quelque part essayer de coupler le moment magnétique à une force, avoir quelque chose pour interroger le moment magnétique, donc en fait coupler le mouvement de la particule à son moment magnétique et voir depuis la trajectoire que la particule suit, extraire de la trajectoire de la particule le moment magnétique.
Donc l'idée de Stern-Gerlach, c'était d'envoyer un faisceau de particules. On peut imaginer des électrons. Bon, il y a des problèmes si on imagine des électrons parce qu'ils ont aussi la charge. On peut imaginer des neutrons, par exemple, sans charge. Ça serait mieux, parce qu'on considère que des interactions magnétiques, pas des interactions... enfin, on ne considère que des interactions avec le moment magnétique de la particule, pas avec sa charge, pour la suite de ce que je vais raconter. En fait, historiquement, Stern-Gerlach avait des atomes d'argent. Bon, peu importe. Les atomes d'argent portent aussi un spin qui est le résultat de la somme de beaucoup de spins des particules élémentaires qui composent l'atome. Bon, en tout cas, j'envoie un faisceau sur, dans ce que je vais appeler appareil de Stern-Gerlach dans la suite, qui est en fait quelque chose qui a le but de créer un gradient de champ magnétique. Alors, donc essentiellement, il y a un pôle nord et un pôle sud de deux aimants, mais la forme des pôles nord et pôle sud sont telles que, bon, j'ai des lignes de champ dans la direction que je vais appeler Z ici, mais la forme est telle qu'il y a en fait un champ magnétique le long Z qui dépend de Z aussi. Donc j'ai un B qui dépend de Z donc la composante Z, je devrais dire, est fonction de Z. Il a aussi d'autres composantes, sinon il n'a pas divergence nulle. Mais disons, vous pouvez imaginer qu'il y a d'autres composantes, mais la chose qui m'intéresse, c'est la composante qui est une composante qui n'est pas homogène dans l'espace. Donc il dépend de... Alors, je vais appeler ça EZ, c'est le vecteur unitaire long Z. Ok. Donc plus, si vous voulez, une partie B0 qui est uniforme, mais ça m'intéresse. Bon, donc qui n'est pas uniforme, mais disons une partie qui ne va pas jouer dans l'argument que je vais, dans l'expérience de Stern-Gerlach en particulier. Alors, si j'ai des particules qui portent un moment magnétique à l'entrée, ici, vous savez peut-être qu'il y a une énergie d'interaction entre un moment magnétique, énergie scalaire d'interaction entre un moment magnétique et un champ magnétique qui est le produit scalaire entre le moment magnétique et le champ magnétique avec le signe moins. Le fait que j'ai un champ magnétique qui n'est pas uniforme, c'est-à-dire que j'ai un gradient, comme on dit, de champ magnétique, ça dit que j'ai un gradient d'énergie. Un gradient d'énergie, c'est-à-dire que j'ai un potentiel variable dans l'espace, ce qui donne une force, en fait, qui est moins le gradient de l'énergie, okay, qui dans ce cas-là, ça va être, nous sommes intéressés au gradient le long Z, donc c'est moins dB dz, alors moins plus en fait, fois EZ scalaire M, donc c'est simplement la composante MZ qui apparaît ici du moment magnétique. Okay? Donc cette force, vous voyez, elle va dépendre en fait de la composante MZ fois EZ. Cette force-là, elle va dépendre en fait de la composante MZ du moment magnétique des particules en entrée. Et en particulier, si je prends dB dz comme étant négatif, okay, donc c'est-à-dire que le champ magnétique il augmente comme ça, enfin B de Z il augmente dans la direction Z négative. Alors du coup, vous vous souvenez que M de Z en fait c'est pour si j'ai un électron, ça je choisis comme ça pour si j'ai un électron en fait, donc je vais avoir que MZ il est lié au spin en fait de telle façon que c'est essentiellement moins 2 E sur H bar 2 sur ME SZ, ok, donc le 2 simplifie, donc c'est essentiellement, c'est antiparallèle au spin, ça c'est la chose que je voudrais extraire de tout ça, pardon, divisé par H bar encore en fait, il y avait un H bar au dénominateur, dans la relation entre moment magnétique et spin, donc c'est E sur ME moins E sur ME, pardon, SZ, ok. Ça veut dire que si
le spin pointe dans la direction Z positive en entrée de cet objet ici. Alors, maintenant, je vais imaginer que cet objet, en fait, a une profondeur. Je vais faire un petit dessin 3D. Donc, il y a une région dans laquelle... Pardon, merci. Il y a une région dans laquelle mes électrons sont envoyés, dans laquelle j'ai ces gradients de champ magnétique, okay, dans toute cette région-là. J'ai un électron qui rentre. Alors l'idée, c'est que si l'électron a un spin qui pointe vers le haut, du coup, il va avoir... Alors, la force, alors Fz, encore une fois, est vraiment là en termes du spin. Fz va être, donc c'est dB de Z avec un signe moins, si je mets le spin ici, donc, mais comme dB de Z est négatif, c'est module de dB de Z fois E sur ME SZ. Okay? Donc la force, elle est orientée vers le Z positif si le spin pointe vers le haut, et vers le Z négatif si le spin pointe vers le bas. Donc une particule qui rentre ici avec un spin que je vais appeler APZ, en fait, bon, c'est-à-dire on accepte déjà qu'on ait une valeur H bar plus H bar sur 2 pour cette composante. Donc je vais parler de spin up et spin down, dépendance, je vais l'écrire ici. Donc je vais parler de spin up si dans une certaine direction, dans la direction alpha. Je vais parler de spin up alpha si, disons, si S alpha vaut plus H bar sur 2. Sinon, je parle de down alpha si S alpha est égal à moins H bar sur 2. Je fais déjà l'hypothèse de savoir qu'effectivement, c'est seulement deux valeurs possibles pour chaque composante. Okay? Donc, quand je parle de APZ, j'imagine que je préparais mon spin initial dans l'état où la composante Z vaut H bar, plus H bar sur 2. Donc, dans ce cas-là, la particule qui rentre ici, en fait, elle va être, dans son mouvement, va être déflectée vers le haut, parce qu'elle est soumise à une force dans les longs de Z positif. Si j'avais une particule qui rentrait avec un spin down Z, bon, elle va vers le bas. Donc, le résultat de tout ça, j'ai le moyen de mesurer l'état de spin, vous voyez, en regardant la déflexion de la particule. Donc, si je mets un écran derrière ce que je vais appeler dans la suite appareil de Stern-Gerlach ou simplement Stern-Gerlach, okay, pour faire simple, je vais trouver deux tâches, en fait. J'envoie un faisceau de particules, donc je ne connais pas du tout l'orientation du spin le long de Z. Alors, si j'avais une aiguille classique pour le spin, j'aurais n'importe quelle composante Z au début. J'imagine d'avoir des particules dont la composante n'a pas été préparée. Donc, j'ai en fait une distribution aléatoire des orientations des spins, des moments magnétiques associés. Du coup, je m'attends à avoir en sortie toute une tâche verticale, en fait, qui correspond à toutes les possibles valeurs de la composante Z du moment magnétique en entrée. Par contre, ce que Stern et Gerlach ont mesuré, c'était un choc pour eux, c'était justement deux tâches qui correspondent aux deux valeurs possibles, aux seules deux valeurs possibles pour le spin, pour le moment magnétique associé. Okay? Bon, donc, mais là, vous n'êtes pas choqués parce que je vous ai déjà dit au début quelle était la nature assez spécifique de cette variable. Mais ça, si vous voulez, la démonstration expérimentale qu'il n'y a que deux valeurs possibles. Et comme votre collègue a fait noter, le choix, ce que j'appelle Z, est absolument arbitraire. Je pourrais prendre cet appareil-là, le retourner comme je veux, j'envoie le faisceau comme je veux, je trouve toujours deux tâches. Okay? Donc n'importe quelle composante j'interroge du spin, je vais trouver seulement deux valeurs toujours. Bon, ok. Mais ce qui est très intéressant,
ça c'est, si vous voulez, l'expérience de Schoen-Gerlach numéro 1. Mais il y a un numéro 2 aussi, qui est aussi, aussi intéressant que le numéro 1. Donc, dans la suite, je vais caricaturer tout ce dessin compliqué avec simplement une espèce de feinte, une espèce de feinte où il y a un gradient de champ magnétique. Okay? Et ça, je vais appeler Schoen-Gerlach Z. Si ce que je fais avec cet appareil, c'est de séparer les particules dépendant de leur composante Z du spin. Okay? Donc, si j'envoie au début un faisceau, disons, non polarisé, un spin, donc sans spécifier la composante du spin. Alors, comme on a dit, je sors deux branches ici, une branche supérieure avec où j'ai sélectionné les particules avec composante H bar sur 2 pour le spin de long Z, et l'autre faisceau, ça a le composante moins H bar sur 2. Maintenant, je bloque les spin down, par exemple, et le spin down Z, et je décide de simplement continuer à jouer avec le spin up Z. Et ça, du coup, je dis, bon, ok, j'ai mesuré c'est quelque chose que je vous ai déjà dit au début, mais je vous en donne, disons, une preuve expérimentale où je vous montre une manip qui démontrerait ce que j'ai dit, je postulais au début. Maintenant, je dis, bon, j'ai préparé mes spins qui pointent vers le haut. Maintenant, je mesure la composante X, par exemple, une composante orthogonale. Donc, je fais passer ça, alors, dans ce que je peux appeler un Schoen-Gerlach X, qui est simplement ce que j'ai dessiné ici, mais retourné 45 degrés dans le plan. Okay? Donc, j'ai un gradient de champ magnétique dans le plan X, si vous voulez. Bon, je ne vais pas tenter le dessin, mais simplement, c'est ça, retourné dans le plan. Et donc, normalement, si le spin était une variable classique, une fois que j'ai polarisé le spin, je devrais m'attendre à ce que le gradient de champ magnétique dans la direction X n'ait aucun effet sur le spin, parce que je n'ai pas de composante de moment magnétique dans cette direction. Mais non. Donc, ça voudrait dire que je mesure 0 sur la composante X. Mais j'ai déjà dit que ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez de voir sortir de cette machine-là, cet appareil? Deux tâches à nouveau, exactement. Merci. Donc, une tâche qui correspond à ce que je pourrais appeler APX. Donc, les électrons avec spin polarisé le long X positif, et l'autre tâche pour down X. Okay? Donc, ça, c'est Schoen-Gerlach numéro 2. Et bon, ça a autant vexé les gens que la première expérience, parce qu'ils ont compris qu'ils n'y comprenaient rien. Ok? Bon. Oui? Ah, super, merci. C'est excellent. Voilà, je me suis dit, je n'ai pas précisé ça, c'est super que quelqu'un ait demandé. Si je fais passer le faisceau up Z dans un deuxième Schoen-Gerlach Z, c'est cohérent. Heureusement, enfin, on n'y comprend rien, mais jusqu'à un certain point. Donc, une fois que j'ai préparé mes spins polarisés le long Z, ils y restent. Donc, je remesure la même. L'idée, c'est que si je mesure 2 fois la même propriété, je trouve la même réponse. C'est rassurant, sinon la physique aurait terminé, je crois, à ce point-là. Parce qu'il n'y avait il y a aucune façon de préparer le système dans un état donné, si ça change librement. Oui? Et si on refait un SGZ derrière, donc on sélectionne une composante de 2, et ben on revoit à chaque fois deux branches. Oui? Si on avait des moments magnétiques classiques, donc on les a polarisés comme ça, on soumet un moment magnétique à un gradient de champ magnétique qui est perpendiculaire, la force, en fait, enfin, l'énergie
d'interaction, elle va être 0 parce que M, elle pointe, enfin, non, l'énergie n'est pas 0, mais elle ne dépend pas de la position. Parce que M pointe vers Z, mais B a un gradient le long de X. Donc M ne se couple pas au gradient de B. Donc il n'y a pas de force. Donc je devrais voir que le faisceau va continuer droit. Ok? Oui? Mais du coup, en alignant des machines de système Verlac, décaler un tout petit peu dans un gradient, on pourra sélectionner un mini-spin pour les électrons. Pardon, on pourrait. On va réussir à sélectionner un mini-spin Oui. d'électrons. Oui, oui, absolument, absolument. Enfin, chaque fois, mais tu vois, c'est très simple. En fait. Tu n'as pas besoin d'être gentil. Tu peux simplement décider une direction. Et du moment où tu décides une direction, tu as seulement deux réponses à la question quelle est la composante du spin le long de cette direction. Si tu veux sélectionner un faisceau qui est polarisé à un spin le long de cette direction-là, simplement tu mets un Stern-Gerlach alpha pour la direction alpha et tu sélectionnes la branche qui correspond au spin up alpha. Et après, si on met une autre machine, c'est deux directions, c'est-à-dire que les spins électriques sont encore pas identiques. Donc on peut encore les différencier. On peut le différencier. Je n'ai pas compris la question peut-être. Par rapport à la composante alpha, oui. Malheureusement, on commence à ressentir le fait que mesurer deux composantes du spin en même temps, il y a une incompatibilité entre la connaissance d'une composante du spin et d'une autre composante du spin. Une incompatibilité maximale si les composantes sont orthogonales, en fait. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, mais vous voyez, il y a une simplicité derrière qui est assez sexy, si vous voulez, parce que simplement, enfin, vous avez seulement deux réponses possibles. Donc, quelque part, c'est très simple. Non, il y a une nature digitale, enfin, numérique, on dit en français de la nature, un peu comme dans un ordinateur, non, qui simplifie les choses pas mal. Sauf que sa compréhension est dure, oui. Est-ce qu'on peut continuer avec cette troisième dans la dernière direction, c'est-à-dire complètement le spin à choisir, par exemple, selon les fréquences? Alors, mais justement, ce qu'on vient de discuter, alors, ça c'est ta question, en fait, ça, quelque part, anticipe une chose que je vous ai racontée plus tard, mais bon, je vais l'anticiper maintenant. Donc, tu dis que, ici, je mesurais up Z, ok, je marque que la composante du spin Z est up. Après, je mesure up X, je marque que la composante de X est up, c'est-à-dire que j'imagine que mon spin, en fait, il pointe entre Z et X, non, à 45 degrés quelque part. Mais si tu remesures Z après sur up X, bon, tout est symétrique en fait. Tu retrouves en fait deux valeurs possibles à nouveau. Donc tu découvres que tu n'as rien appris. En fait. Tout ce que tu avais appris sur la composante Z est oublié après avoir mesuré X. C'est-à-dire que si après la deuxième machine de Stern-Gerlach, je remets une machine de Stern-Gerlach Z, j'obtiens un autre Z. Oui. C'était. Bah, quelque part, c'est un peu impliqué, c'est pas démocratie, non? Enfin, tu mets up Z, ça se branche en up X down X, tu mets X, Z, tu peux les invertir, non? C'est un corollaire. Je vous montre, ça vous y croyez pas, je vous montre après une manip. Et là, on fait vraiment la manip. Oui? Oui, ça c'est la conclusion la plus naturelle, effectivement. Bon, donc tout ça, il y a une remarque importante à faire. Alors, toutes ces manips que je décris sont faites avec des faisceaux de particules. Donc vous envoyez un nombre important de particules, disons, pour avoir un signal ici lisible, mais vous aurez pu aussi bien envoyer une particule à la fois. De même que pour la double fente que j'ai décrite la fois dernière, vous avez en fait, vous n'avez pas des effets d'interaction entre particules qui engendrent ce résultat. Ça, c'est une propriété de particules uniques. Donc, si vous avez une particule unique, vous n'allez pas avoir deux tâches en même temps. La particule ne se divise pas en deux tranches. Vous avez à interpréter ces résultats ici d'une façon probabiliste. De même que vous avez vu la fois dernière pour la double fente, vous envoyez
un électron sur la double feinte, il sort quelque part, vous récupérez une tâche à un endroit, mais si vous refaites la manip, vous récupérez une tâche ailleurs. Donc, et au bout d'un certain nombre de répétitions de la manip, vous reconstruisez une distribution de probabilité d'où vous récupérez l'électron. Ici, c'est de même, c'est de même nature. Donc, vous vous souvenez qu'on avait joué la fois dernière un peu avec les symboles, on avait dit, je vais définir une probabilité. Bon, enfin ici, on peut définir une probabilité que, en envoyant, alors, par exemple, j'isole ce bout de l'expérience Stern-Gerlach. Si j'envoie une particule polarisée en spin et long z, quelle est la probabilité que je la retrouve un x? Bon, en fait, on peut la mesurer. On envoie soit une particule à la fois ou un grand faisceau de particules, on compte combien de particules on a dans la partie haut et la partie bas. Ça se trouve que j'ai la moitié des particules en haut et la moitié des particules en bas. Okay? Donc j'ai une probabilité a priori d'un demi que la particule qui est envoyée à polariser up long z sorte dans la branche up x. Et je pourrais m'amuser à écrire ça, mais bientôt ça va acquérir une valeur, une signification mathématique, comme, vous vous souvenez, comme le module carré de quelque chose. Donc, dans quelque chose que j'écris comme amplitude, qui est l'amplitude de probabilité de passer de app z à app x, que je vais écrire comme ces deux parenthèses triangulaires avec une barre au milieu. À gauche, je mets l'état d'arrivée, à droite, je mets l'état de départ. Okay? Et je prends le module carré de cet objet ici. Donc, ce que j'écris ici, c'est l'amplitude de probabilité. Tel que son module carré donne la valeur de probabilité. Et c'est vite. Bon, alors, disons, toutes les expériences de Stern-Gerlach qu'on puisse faire nous montrent que, comme votre collègue aussi demandait, donc si je fais P, si je prépare app x, on le voit déjà dans ce symbole-là, en fait, c'est impliqué un peu. Si je prépare mon spin en app x et je demande la probabilité que je le retrouve en app z en le faisant passer par une machine Stern-Gerlach Z, bah, c'est la même chose que j'ai écrit ici, sauf que c'est juste ce symbole-là inversé, okay, où j'ai inversé l'état initial et l'état final. Bon, ça doit être aussi un demi. Donc, ce type de formalisme-là, il est cohérent avec les résultats que je vous ai énoncés. Okay? Bon, voilà. Bon, dans le TD de la semaine prochaine, j'arrive aux questions. Vous allez apprendre à calculer ces probabilités pour toute orientation initiale du spin et de la machine de Stern-Gerlach. Oui, après j'ai... Oui. Si le spin n'a pas interagi avec un champ magnétique, avec un gradient de champ magnétique, s'il n'y a pas... Donc c'est un moment de dépôt. C'est comme une boussole. Si la boussole, tu la mets dans une boîte où il n'y a pas de champ magnétique du tout, et qu'il n'y a pas d'autre... Voilà, ça ne se couple à rien, donc ça reste... c'est une variable quand même physique. Donc il y a des règles de conservation, telles que je n'ai pas de force, je n'ai pas de changement. Oui. Oui. Non, ça va être un quart. Enfin, la probabilité de trouver app z après. Alors, si on la calcule ensemble, ok? La proba, mais c'est les règles de la fois dernière. Donc, tu as dit app z, après app x et après app z, non? C'est ça que tu proposais, c'est ça? Bien. Donc, je dis que la fois dernière, c'est. Alors, j'ai deux passages. Donc, le premier passage, c'est j'arrive en app x partant de app z. Deuxième passage, c'est j'arrive en app z en passant par app x. Okay? Et je prends le module carré de tout ça, ben c'est un quart. Okay. Oui. Alors, la réponse à la question, ça c'est, disons,
comment on explique, je dirais, disons, on n'explique pas, on s'en donne une image mathématique. Et c'est la suite du cours. Donc, ça c'est comment on explique que la loi de Coulomb, c'est deux masses qui s'attirent, enfin, qui s'interagissent comme 1 sur R carré. C'est une observation. Donc ça, si tu veux, commence à toucher à une observation fondamentale de la nature. Donc, la suite de ce cours, après un petit cours général, ça va être justement commencer à entamer la description mathématique de tout ça. On a comme 1 sur R carré, la description mathématique de la force de gravitation universelle, on a besoin d'une loi, quelque part. Mais vous allez voir que la loi, il n'y a pas une loi tout simple en mécanique quantique. C'est un ensemble de postulats. Bon, en fait, une loi de la nature est un postulat. Quelque part, on dit, bon, ça c'est pas une hypothèse c'est une hypothèse fondamentale. Je n'ai pas quelque chose qui est plus fondamental que ça, au moins que j'ai une théorie plus générale qui donne la force de gravitation universelle comme un résultat, comme un corollaire. Donc, pour la mécanique quantique, on n'a pas quelque chose qui est plus fondamental pour l'instant. Donc, à un moment donné, il faut toucher la terre, enfin, la roche dure des fondaments, des postulats fondamentaux sur la nature. Bon, avant de toucher à ça, donc, j'explique simplement quelques réflexions de ce qu'on a vu, aussi en parallèle avec la double fente. Il y a 3 points que l'on peut observer ici, en fait. La première observation qu'on peut faire, c'est qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une nature ondulatoire. Bon, je veux mettre des grands guillemets ici, des états quantiques, donc des états des particules microscopiques. Un autre mot, alors, par nature ondulatoire, qu'est-ce que je veux dire? Une onde a cette propriété d'être un objet délocalisé. Une onde n'est pas un objet ponctuel. Vous avez vu la fois dernière qu'on était obligé d'imaginer l'électron qui a un parc contre une double fente comme une onde, parce qu'il était capable d'explorer 2 fentes en même temps. Ici, vous voyez de même qu'un spin APZ que vous envoyez sur quelque chose qui ressemble un peu c'est un filtre ici, mais c'est un peu comme, en fait, ça c'est plutôt, c'est pas une double fente, c'est un séparateur de faisceaux, pour une analogie avec l'optique. Mais le spin APZ, lui, apparemment, il explore les 2 chemins en même temps. Parce qu'avec une probabilité d'un demi, il sort d'ici ou il sort de là. De même, l'électron que vous avez envoyé contre double fente, il sortait, enfin, vous le retrouvez à un endroit qui est compatible avec passage par la fente 1 ou à un endroit qui est compatible avec passage par la fente 2, avec des probabilités qui sont égales. Okay? Donc, il y a une incertitude a priori sur certaines propriétés associées aux particules quantiques, ce qui est intrinsèque aux états des particules quantiques, particules élémentaires. Ça, c'est une première observation qu'on peut faire. Ensuite, vous voyez qu'il y a des observations. Enfin, c'est un peu un corollaire de ça. Ou si vous voulez, une autre observation. Ce pas des choses indépendantes complètement, ce que je veux dire. Il y a des observations qui sont incompatibles à cause de cette incertitude intrinsèque. Alors, en fait, l'incertitude dépend de l'état de la particule, et l'état de la particule dépend en fait de ce que vous spécifiez au début. Si vous envoyez un électron contre une double fente, vous avez en fait, vous l'avez préparé avec des propriétés de mouvement bien définies. Vous l'avez préparé avec l'énergie cinétique, avec une vitesse, avec une impulsion bien définie. Mais sa position, elle est assez brouillée, comme vous avez pu voir la fois dernière. Ici, si vous préparez un spin dans une certaine direction, sa composante perpendiculaire, le long X par exemple, le long Y, est complètement brouillée. Okay? Donc l'observation de 2 composantes en même temps a l'air d'être incompatible aussi bien que l'observation de la connaissance, disons, de l'impulsion et de la position dans la même direction spatiale. Oui. Absolument.
Ça s'appelle, vous allez le découvrir ensuite dans ce cours et après en TD, ça s'appelle une gomme quantique. C'est pas, voilà, je rigole pas, c'est vraiment, ça s'appelle quantum eraser, vous allez le voir. C'est une gomme de l'information avec une mesure. Parce qu'il y a une incompatibilité avec. Enfin, c'est-à-dire qu'en mécanique quantique, vous ne gagnez pas toujours de l'information en faisant une opération. Vous en gagnez parfois autant que vous en perdez. Ça, c'est un exemple. Là, ici, c'est vraiment démocratique. Dans le cas du spin, vous avez un maximum d'informations que vous pouvez acquérir. C'est l'information sur une composante et il faut choisir laquelle. Bon, et troisième observation qui est assez, bon, si vous voulez un corollaire ultérieur de ce que je observais ici, c'est que la mesure altère énormément l'état altère l'état de la particule ou du spin, de sa propriété interne. Donc mesurer et connaître aussi, mais aussi manipuler en mécanique quantique, à différence de ce qui se passe en mécanique classique, disons, en général. La mesure dérange toujours, perturbe toujours un peu l'objet qui est mesuré, mais on peut imaginer en mécanique classique d'être aussi gentil que l'on peut. En mécanique quantique, non, il y a un minimum de gentillesse. Bon, donc je m'arrête là pour faire une petite pause. Dans la suite, on va se donner une image mathématique, mais on va utiliser... enfin, je ne vais pas être aussi axiomatique que l'on pourrait être. Je vais essayer de vous guider vers l'image mathématique à travers d'une autre propriété physique que vous connaissez déjà, qui est la polarisation de la lumière. Okay. Bon.